Salut Nicolas, c'est Dominique. Écoute, ça fait un petit moment qu'on essaye de faire cette vidéo sur comment aider les coachs ou les thérapeutes à bien gagner leur vie, et puis on n'y arrive pas. Il y a toujours un problème. Alors, hier, c'était un problème de connexion Internet, l'autre fois, c'était un problème de son, bref, après on a enrhumé, enfin, il y a toujours un truc. Donc, tu sais quoi, ce matin, j'ai pris une résolution, j'ai pris mon vélo, et puis je suis parti au fond des bois, comme ça, je me dis, je vais être tranquille. Alors oui, je parle un peu du nez, je suis encore un peu enrhumé. C'est pas grave, on l'a fait quand même. Oui, bah là j'entends des petits bruits, il y a des corbeaux, de ça, ben, tant pis. Enfin voilà, j'espère que je vais être à peu près tranquille quand même. Mais on y va, je vais te poser des questions maintenant. Et comme ça, on va pouvoir arriver à rendre cette vidéo à nos praticiens. Parce qu'après tout, le cadre, tout ça, on s'en fiche. Les personnes, ce qu'ils veulent, c'est des réponses. Pourquoi je n'arrive pas à travailler? Pourquoi je n'arrive pas à gagner ma vie en tant que coach ou que thérapeute? Donc voilà, pourquoi je te pose cette question? Parce que nous formons donc dans notre centre de formation, dans un institut, un certain nombre de praticiens, praticiens en hypnose, coachs et thérapeutes. Et puis ces personnes-là, au bout de quelques temps, ben, on se rend compte qu'elles galèrent, elles n'arrivent pas à gagner leur vie, elles n'arrivent pas à s'en sortir financièrement. Et toi, Nicolas, donc tu es énergéticien, tu es médium, tu es formateur, thérapeute depuis pas mal d'années, tu es quelqu'un d'expérimenté et puis tu fais partie des personnes qui m'inspirent clairement. Donc je voulais te poser des questions à toi. Voilà, si tu es d'accord. Donc, si tu es OK, Nicolas, ma première question sera tout simplement, qu'est-ce qui se passe chez ces personnes-là qui sortent de formation, plein d'enthousiasme, plein d'énergie, et puis qui finalement n'arrivent pas à tirer les richesses vers elles, qui semblent être des bons thérapeutes et qui pour autant n'arrivent pas, au bout de quelques temps, de quelques semaines, de quelques mois, à gagner leur vie et qui galèrent, voire qui arrêtent. Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique chez ces personnes-là? Voilà, est-ce que déjà tu as une première réponse à m'apporter? Oui, alors dans l'énergie, c'est très clair. C'est-à-dire que dès qu'on pose une intention, un désir et qu'on va dans cette direction-là, en fait, tout ce qui s'y oppose en moi va jaillir. Par exemple, je veux devenir thérapeute. En moi, tout de suite, va jaillir la peur de m'affirmer, la peur de me montrer, la peur de manquer d'assurance, la peur de me dévoiler, la peur d'oser faire quelque chose que personne autour de moi n'a fait. Donc toutes ces peurs en fait sont en moi et au moment où je dis bah voilà je vais être thérapeute, je me positionne, c'est clair, voilà mon intention. En fait toutes ces peurs se manifestent à la surface. Et évidemment en fait si je veux vraiment devenir ce thérapeute là, eh ben je vais devoir surmonter, traverser, transmuter toutes ces peurs, ces croyances qui sont obsolètes maintenant que j'ai posé mon désir. C'est-à-dire que toutes ces peurs-là étaient peut-être enfouies jusque-là et il n'y avait aucune raison que je les affronte parce que elles n'étaient pas sur ma route. Mais maintenant que j'ai posé très clairement une ligne droite vers un objectif, en fait, je m'aperçois qu'en chemin, j'ai des peurs, j'ai des craintes, j'ai des croyances, et que tout ça est obsolète pour l'être que je veux devenir plus tard. En fait, c'est-à-dire que pour l'être que je suis, ces peurs continuent de me terrifier, mais pour l'être que je veux être après, en fait, ces peurs-là n'existent plus, quoi. Donc en fait, quand je pose mon intention de devenir thérapeute dans l'énergie, ces peurs montent à la surface. Je vais évidemment vivre des expériences rapidement, concrètement dans la matière, qui vont faire jaillir ces peurs-là, en fait, de manière non pas à m'empêcher d'atteindre mon objectif, mais de manière à ce que je muscle mon caractère, mon tempérament, mon personnage, de façon à ce que ce personnage puisse traverser tout ça aisément et dépasser tout ça. Donc en fait, les premières peurs, les premiers obstacles qui jaillissent sont souvent non pas des obstacles, mais des défis qu'on se doit de relever si on veut atteindre notre objectif. Est-ce que ces personnes-là, finalement, au fond d'elles, n'ont pas un programme subconscient qui ne va pas? Est-ce qu'au fond d'elles, il n'y a pas des blocages inhérents à leur fonctionnement, à leur personnalité ou autres, qui font qu'elles n'arrivent pas à gagner leur vie, à attirer des clients, à facturer leurs séances? Qu'en penses-tu, Nicolas? Mais écoute, si on parle des blocages et qu'on centre ça sur les blocages liés à l'argent en tant que thérapeute, un des premiers sujets qui s'élève comme ça quand j'y pense, c'est la confusion entre le fait de se vendre soi et le fait de vendre un service. Il y a presque une peur de se prostituer là-dedans, tu vois. On s'est formé nous-mêmes, on est nous-mêmes quelque part le produit qu'on vend,
Et cette pensée, cette croyance-là fait qu'on a l'impression euh, qu'il faut savoir combien on vaut, en fait, quand on propose un service. Combien ça vaut une heure avec moi, en fait. Tu vois, c'est un peu ça, hein. Notre métier de thérapeute, c'est, voilà, je te vends une heure avec moi et je vais changer ta vie. Donc c'est presque, ça ressemble un petit peu à de la prostitution, quelque part. Il peut déjà y avoir une peur, un blocage, un truc ancien qui fait que, mais attends, je peux pas me vendre comme ça. Et à côté de ça, s'ajoute l'estime qu'on a de soi-même, à savoir bah, quelle est ma valeur en fait. Une heure avec moi, ça vaut combien, hein? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ou ça vaut pas le coup de passer une heure avec moi? Donc voilà, il y a cette difficulté qui peut être présente chez de nombreux thérapeutes de pas savoir faire la distinction entre le fait de se vendre soi et le fait de vendre un service. Quand on rencontre cette difficulté de faire rentrer les ronds, appelons ça comme ça, on peut trouver derrière une forme d'auto-sabotage. Ça, c'est sûr. Maintenant, chacun doit se poser la question, pourquoi est-ce que je choisis de pas faire rentrer les ronds avec un métier que j'aime? Souvent, c'est parce qu'on va trouver aussi une forme d'interdit d'être heureux, une forme d'interdit sur le fait que ça soit facile, une forme d'interdit sur le fait que on gagne plus d'argent que mon frère, mon père, quelqu'un de ma famille. Voilà, ça peut être aussi bête que ça. C'est effectivement du coup que dans notre subconscient, on a inscrit un tabou, un interdit sur l'argent. Et ça ne veut pas dire que c'est là pour toujours et qu'il faut vivre avec. Au contraire, c'est un peu comme ce que je disais tout au début. Ce sont des obstacles qui demandent à être éliminés pour qu'on puisse aller dans la direction qu'on veut, en fait. Mais oui, on a tous en nous un bridage. On peut appeler ça un bridage autour de la réussite financière. Et ce bridage, en fait, il faut aller le regarder, voir comment il est serré, comment on peut le desserrer, et en se posant les bonnes questions, en osant être sincère et en regardant avec le plus de clarté possible, et en adoptant différents points de vue, pour dénouer en fait ça et se donner plus de possibilités en fait. L'idée c'est ça pour moi, c'est de regarder notre problème sous différents points de vue et de voir qu'en réalité c'est pas un problème. Et à partir de là, on peut le traverser tranquillement. Mais il faut déjà reconnaître qu'il y a un problème, de bien le regarder, être capable de le regarder sous différents angles pour ensuite pouvoir le traverser allègrement, quoi. Parce qu'en fait, tout se traverse. Tout se traverse. On a tous eu des peurs dans notre vie, des choses qu'on pensait insurmontables et qu'on a surmontées. Et puis après, avec le recul, on se dit, bah, en fait, c'était pas la mer à boire, quoi. Donc là, en ce qui concerne nos peurs liées à l'argent, c'est la même chose, en fait. Maintenant, je vais pousser un peu le bouchon plus loin, parce que le but, évidemment, c'est pas de galérer toute sa vie. Je dis pas qu'il faut vivre avec des millions. Tiens, d'ailleurs, ça c'est une question intéressante. Qu'est-ce qui peut nous pousser finalement à vouloir être riche? Parce qu'il y a aussi des personnes qui s'en sortent bien. Je sais pas, je pense à Tony Robbins par exemple, voilà, multimilliardaire, je crois qu'il est, il est extrêmement riche et pour autant, bah, c'est quelqu'un qui a démarré de zéro, voilà, peu d'études. Alors ouais, c'est un mec qui a bouquiné, qui a bossé, ça c'est sûr, qui a fait pas mal de stages, de séminaires, donc il s'est quand même formé. Mais n'empêche que c'est un mec aujourd'hui qui gagne des millions d'euros. Donc c'est quoi leur programme? C'est quoi leur secret d'après toi? Pour qu'on puisse modéliser un petit peu et puis bah, nous aussi avoir notre part du gâteau, des richesses financières. En fait, si tu veux, on peut se sentir riche, on peut se sentir en sécurité, même si on n'est pas riche et même si c'est la guerre autour de nous, tu vois. Euh, Ce sentiment de sécurité, ce sentiment d'abondance, il est indépendant en fait des possessions matérielles. Au niveau énergétique, en fait, tu peux te sentir parfaitement bien même si c'est la guerre autour de toi. Tu peux te sentir parfaitement serein même dans le pire des troubles, même en pleine tempête. Euh, Néanmoins, sur Terre, dans la matière, ce sentiment de sécurité, on va le projeter sur quelque chose. Alors, nous en Occident, la sécurité, on va le projeter sur le travail, on va le projeter sur l'argent, et on va le projeter sur le foyer,
voire la famille. Donc des appuis. Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer? D'un point de vue énergétique, en fait, au fond de nous, notre sécurité intérieure, on la trouve quand on se sent un enfant de la vie et qu'on sait que la vie prend soin de nous en toutes circonstances. Et quand on trouve pas ça, en fait, on va partir en quête. On va partir en quête d'un meilleur travail. On va partir en quête de plus d'argent, de façon à combler ce vide qu'on peut ressentir. Alors certains ont ressenti ce vide très très fort. Et de ce vide très très fort est né un énorme vouloir, ou je pourrais dire une très grande volonté. Une très grande volonté à oser aussi sortir de sa zone de confort et du coup à débloquer tout un tas de bridages en fait. Donc des gens qui ont été très bridés justement, très contraints, qui ont vécu la survie et des choses vraiment difficiles, peuvent, alors c'est pas le cas de tout le monde, hein, parce que certaines personnes sont tout simplement détruites, certaines personnes, ceux qui s'en sortent avec un vouloir extrêmement fort. Et ce vouloir leur permet de traverser ces fameux défis, ces fameux obstacles qu'on rencontre, leur permettent de traverser vraiment tout ça, je dirais pas avec facilité, mais en tout cas, ils arrivent à les dépasser plus facilement que la moyenne des gens, quoi. Grâce à ce vouloir qui naît d'une forme d'insécurité. Alors c'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des gens qui vivent dans une certaine légèreté, une certaine allégresse, un sentiment de sécurité inné parce qu'ils ont eu une famille qui leur a permis de se sentir en sécurité dès la plus tendre enfance. Et du coup, ils ont enregistré un programme comme quoi tout est facile, tout se fait, et ils avancent dans la vie en étant chanceux, en étant comment dire, voilà, les planètes sont alignées pour eux. Donc ces gens-là n'ont pas eu besoin de vivre ce sentiment de terreur de la vie et d'aller chercher les forces pour dépasser ça. Mais ils sont entrés dans un sentiment tout simplement naturel que tout venait vers eux facilement, quoi. Donc moi, c'est ce que je recherche de mon côté, à ce que les choses viennent facilement vers moi, plutôt que de me battre pour aller les chercher. Mais ça demande quand même d'avoir un vouloir, hein. Quand je dis un vouloir, voilà, je dis vouloir parce que je préfère ce terme que le mot volonté. Néanmoins, voilà, des gars très riches comme ça, ils ont nécessairement un grand vouloir qui leur donne du coup un grand pouvoir. Le pouvoir étant une chose énergétique, mais qu'on peut manifester entre autres dans la matière par de l'argent. L'argent étant pour moi du pouvoir, justement. C'est-à-dire que avec l'argent, je peux faire des choses, d'accord? Mais l'argent vient vers moi quand je veux faire quelque chose. Moi, je dis souvent ça à mes patients comme à mes enfants. Ne cherchez pas à avoir de l'argent pour faire ce que vous voulez. Cherchez d'abord ce que vous voulez et l'argent viendra en conséquence. C'est un peu comme ça que je me suis aussi programmé, que quand j'ai un projet, je vais d'abord m'intéresser profondément à mon projet, aux détails de mon projet, et ensuite, les choses se font d'elles-mêmes. Allez, une autre question qui me vient encore. D'après toi, est-ce qu'il y a quelque chose de malsain à être riche? Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais ou de malsain au niveau énergétique à être riche, c'est-à-dire à faire partie des personnes qui s'en sortent mieux que les autres? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Qu'est-ce que tu peux répondre à ça, Nicolas? Merci. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de malsain? Absolument pas. D'un point de vue énergétique, plus d'argent, c'est plus de pouvoir. Du pouvoir, l'univers en est absolument rempli. Donc là, on parle d'une morale toute humaine, quoi. Donc non, moi j'ai, dans mes perceptions, quelqu'un qui est très riche, c'est quelqu'un qui a un grand pouvoir et qui a une grande capacité du coup à modifier la réalité, la matière, parce qu'il peut avoir une influence énorme, hein. On parlait de Tony Robbins tout à l'heure. C'est quelqu'un qui du coup par qui énormément d'argent passe, et qui distribue énormément d'argent aussi, et qui du coup a une influence énorme. Donc ça reste du pouvoir, du coup ça reste un outil, et c'est dénué de morale, hein. C'est comme une arme.
comme un couteau. Il n'y a pas de morale derrière un couteau. Hein. Ça peut symboliser quelque chose, mais là, c'est déjà une interprétation qu'on se fait. Donc, être riche, voilà, ça c'est juste une interprétation morale de chacun, de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais intrinsèquement, être riche, bien sûr, ça n'a il y a aucune morale derrière, quoi. Maintenant, être riche en tant que thérapeute, on peut se confronter à des questions morales qui sont propres à chaque individu, et chaque individu qui sentirait, on va dire, un blocage de ce côté-là devrait se poser certaines questions. Oui. Pourquoi je m'autorise pas, en gros? Pourquoi je m'autorise pas? Pourquoi je ne le permets pas? En quoi suis-je un salopard de gagner de l'argent? Qui, quel personnage dans ma tête euh, pourrait me juger en fait? Généralement, c'est des voix qu'on a entendues. C'est pas notre propre voix. C'est une petite voix dans notre tête qui dit oui, mais t'exagères, ou tu es pas assez humble, ou tu n'es pas pour qui tu te prends, ou ce genre de choses. Mais ça, c'est pas vous-même qui le pensez. En général, c'est des voix qui nous traversent, c'est des voix qui viennent de notre enfance, de nos parents, d'une cousine, ça peut venir de la cour de récréation, quelqu'un qui nous a lancé un pic comme ça, et on n'a pas aimé ce pic, et du coup, dans notre conscience, on se dit, ah, j'ai pas envie de revivre ça, ce moment de reproche, et rien que pour ça, on est capable de passer à côté de choses extraordinaires. Mais c'est vraiment dommage. Mais du coup, ça peut être pertinent quand on observe justement une limitation dans notre fonctionnement, d'aller regarder, mais qui c'est qui me parle? Qui c'est qui... J'avais une patiente aujourd'hui qui, euh, qui avait envie d'aller à l'encontre d'autres personnes, et au moment où elle le fait, elle sent vraiment une barrière qui se met en face d'elle, quoi. Mais d'où vient cette barrière, hein? Donc, c'est intéressant de savoir qui tient la barrière. Donc voilà, si vous sentez une barrière quand vous avez des intentions financières, regardez qui c'est qui vous dit non. Peut-être que vous avez la voix de votre banquier, mais derrière le banquier, peut-être que c'est votre papa qui vous dit ah non, enfin attention, dépasse pas, il faut jamais être à découvert, nanani, nanana. Enfin voilà, il y a tout un tas de programmes qu'on porte depuis très longtemps, et en fait, ce ne sont que des histoires qu'on se raconte. Donc c'est intéressant de commencer à ne plus croire à ces vieilles histoires et à commencer à en raconter des nouvelles, quoi. Bon, allez, on va foncer un peu dans le concret, Nicolas, parce qu'en fait, les personnes qui nous entourent, là, elles en sont pas encore à avoir des millions, voire elles galèrent pour avoir leur premier client, elles galèrent pour éventuellement facturer leur séance, ou en tout cas tarifer leur séance suffisamment, mais même pour attirer des clients, sans doute qu'au fond d'elles, il y a des complexes, la peur de l'échec, tiens. Qu'est-ce que tu penses de la peur de l'échec, Nicolas? Est-ce que c'est légitime pour un thérapeute avoir la peur de l'échec? Et si cette peur de l'échec finalement nous paralyse et nous empêche de communiquer sur nous et de faire le nécessaire pour attirer des clients. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Merci de répondre. Oui, bah alors la peur de l'échec, comme toutes les autres peurs, ça se traverse en fait, hein. C'est-à-dire que déjà, il faut bien se rendre compte que quand on est thérapeute, inévitablement, il y aura des échecs. Moi, je racontais ça à mes élèves là le week-end dernier, que si je prends le panel de mes patients, j'ai 20% de miracles, on va dire, de gens qui viennent pour se faire soigner et qui sortent de la guérie. Et j'ai 20% de personnes qui ressentent rien, qui vont pas ressentir de bénéfice des séances, qui voire même ne vont pas aimer la séance. Donc on peut considérer ça comme un échec. Et il y a 80%, enfin 60% pardon, qui restent, qui eux ressentent un bénéfice, mais pas une guérison totale. Et pour qui ça va nécessiter plusieurs séances en fait pour aller vraiment mieux. Donc ces 20%, ils existent, ces 20% d'échecs, et, euh, et je les vois pas comme un échec. Je considère pas que j'ai mal travaillé. Je considère juste que c'était pas l'heure pour eux d'aller mieux à ce niveau-là. Je considère que j'ai rajouté une goutte dans le vase, mais que ma goutte n'a pas fait déborder le vase. Mais ça a fait monter le niveau, et que peut-être en allant voir quelqu'un d'autre qui rajoutera une goutte, bah, cette fois-ci, ce sera le bon thérapeute, on va dire, et il aura la chance d'être le témoin de la guérison ou du solutionnement à son problème.
Mais cette peur de l'échec, en fait, c'est comme... Voilà, j'ai un ami qui travaillait pour Greenpeace, qui était formateur pour, vous savez, ces jeunes qui viennent vers vous pour que vous donniez de l'argent à Greenpeace. Il m'expliquait que la première chose à développer dans ce travail-là, c'était vraiment la résistance à l'échec. C'est-à-dire qu'on va demander, 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 demander. Et là, c'est pas 20% d'échecs, c'est 80-90% d'échecs. Donc il y a une résistance qui s'installe au fait que quelqu'un nous dise non, non, tu m'intéresses pas, ce que tu racontes ne m'intéresse pas, le problème que tu me soumets ne m'intéresse pas. Et de la même façon, quand on est thérapeute, eh ben, on va proposer quelque chose à beaucoup de gens. Hein. Si vous mettez des affiches, des cartes de visite, des annonces sur Facebook, Internet ou je sais pas quoi, eh ben, il y a tout un tas de gens que ça ne va pas intéresser du tout, quoi. Et il y a plein de gens qui, malgré tout, vont quand même venir vous voir. Et dans ces gens-là, il y a des gens qui vont pas du tout aimer votre façon de travailler. Donc, il y a une résistance à l'échec, bien sûr, qui se développe. Et comme le reste, c'est qu'une histoire qu'on se raconte. Et ces histoires-là, juste à un moment, on arrête d'y croire, on arrête de penser que c'est notre valeur qui est remise en question, que c'est nous-mêmes qui sommes remis en question, bien qu'il faille absolument savoir se remettre en question dans ce métier, mais chaque échec ne doit pas remettre en question notre positionnement en tant que thérapeute. Les échecs de communication, les échecs dans le travail, c'est normal. Tout va bien. Vous avez pas eu d'échecs? Ça va venir. Vous avez déjà eu des échecs? C'est normal. C'est tout. Maintenant, comment éviter l'échec? Je crois pas que ce soit une bonne chose d'éviter l'échec. Je crois que c'est dans l'échec qu'on apprend le plus. Je crois qu'on en tire de très belles leçons. Et je crois qu'il faut arrêter avec cette culture de l'échec. C'est très français, en fait. Ok, on a parlé de la peur de l'échec. Maintenant, est-ce que d'après toi, est-ce que toi, dans toutes les personnes que tu as pu voir au cours de ta carrière, tu as identifié d'autres blocages qui font que les personnes s'en sortent pas, des choses que tu repères qui font que les personnes éventuellement gagnent pas bien leur vie, elles n'arrivent pas à s'en sortir et à bien gagner leur vie en tant que thérapeute, que coach, que magnétiseur. Qu'est-ce que tu as pu d'autres identifier comme blocage? Ah oui, bah, c'est vaste, hein. Il y en a beaucoup. Euh, le premier qui me vient, c'est la légitimité. Euh, Est-ce que j'ai bien le droit d'être là? Est-ce que je suis bien à ma place? Et comparé à des gens qui sont là depuis longtemps, est-ce que j'arrive à me sentir légitime, en fait? Parce que c'est ça, on arrive sur un marché, entre guillemets, en tant que thérapeute, qui est déjà bien rempli. Et on peut se demander, mais pourquoi les gens vont venir me voir moi, alors qu'il y a cet autre thérapeute qui fait ça depuis 10, 15, 20, 30 ans. À ces personnes, je dis, ils vont venir vous voir parce que vous êtes vous-même, tout simplement. En fait, les gens, souvent, ils viennent pour voir, pour une technique, hypnose, coaching, magnétisme, médium, etc., etc. Mais en fait, on vient voir une personne aussi, voire même surtout. Donc en fait, à ces personnes qui doutent de leur légitimité, j'ai envie de dire, éclaircissez vos doutes, voyez en quoi vous vous sentez incompétent et améliorez vos compétences jusqu'à ce que vous n'ayez plus de doute sur vos compétences. Et ensuite, vous verrez si c'est une histoire que vous vous racontez pour vous empêcher d'avancer ou si c'est réel, tout simplement. L'autre problème, à part la légitimité qui vient, c'est la confiance en soi. Ça rejoint un peu la légitimité, mais c'est pas tout à fait pareil. La confiance en soi et l'image de soi. C'est-à-dire que quand on veut se faire un peu connaître, il faut être à l'aise avec l'idée de se mettre en avant, de mettre en avant son activité, donc de la faire rayonner dans un environnement direct. Alors des fois, certains ont des problèmes avec le fait de se montrer en tant que thérapeute à leur famille, d'autres ça va être avec leurs anciens collègues de travail, d'autres ça va être avec leurs voisins, etc., etc. Enfin bref,
à nouveau, on se raconte des histoires sur le fait que certains diront ceci, certains diront cela, et en fait, il faut juste développer ce côté de j'en ai rien à foutre, en vrai, de ce que pensent les gens. Plus tôt on sera libéré de ce que pensent les gens, de ce qu'on fait, et plus tôt on s'allégera, en fait. Hein. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'histoires qu'on se raconte. Donc la confiance en soi, ça se développe aussi avec la pratique. C'est pas quelque chose, soit c'est inné, alors voilà, tu sors d'une formation, tu es sûr de toi et tu y vas. Mais si c'est pas inné, alors c'est quelque chose qu'il faut travailler, c'est quelque chose qu'il faut regarder sérieusement. C'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté, c'est un vrai sujet et ça fait partie de votre travail. Le travail de thérapeute, c'est pas juste le moment où on est en séance avec quelqu'un, c'est tout le temps, c'est le moment où on observe notre propre personnalité en train de se retenir, de se faire du mal, d'entretenir un bridage. C'est tout ça aussi, le travail de thérapeute. Parce qu'on est là pour aider les gens, mais du coup, nous, il faut qu'on aille bien, il faut qu'on aille creuser assez profond en nous-mêmes, de manière à pouvoir aller aussi assez profond chez nos patients et y être à l'aise, en fait, sur ce terrain-là, parce que c'est un terrain qu'on connaît bien, du coup. Allez, assez parlé des blocages, maintenant on va aller un peu dans la direction inverse. Quel conseil, Nicolas, peux-tu nous donner pour justement construire au fond de nous un programme subconscient qui va attirer des richesses? Bah ça, je vais garder ça pour moi, si tu veux bien. Non, ouais, en fait, il n'y a pas de programme type, mais je peux me reposer sur ce que moi je mets en place pour moi et pour ma famille. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'idée que tout vient tout seul. Tout vient tout seul. Euh, Comme je disais tout à l'heure, en fait, on crée vraiment notre réalité. Et on crée cette réalité à partir de ce qu'on vibre. Et ce qu'on vibre est déterminé par notre structure énergétique. Notre structure énergétique est composée notamment de nos croyances. Et ces croyances, même si le mot est péjoratif, les croyances donnent des directions, donnent des limites, tu vois. Moi, depuis que je suis petit, je perçois la vie comme ma mère. Euh, et la plupart des gens perçoivent la vie comme leur mère. Mais ils peuvent aussi percevoir la vie comme leur père. Mais il se peut qu'on ait eu une mère qui nous donnait pas du tout ce dont on avait besoin, qui posait toujours des conditions, voire même une mère qui nous aimait pas du tout et qui nous faisait des pièges. Donc, si on voit la vie comme notre mère et que ça n'allait pas du tout avec notre maman, eh ben, il est possible qu'on perçoive la vie comme quelque chose de piégeux, comme quelque chose de difficile, comme un endroit où il faut toujours faire ses preuves. Moi, j'avais cette croyance donc que la vie était comme ma mère, sauf que ma mère était une femme, parce qu'elle est toujours en vie. Ma mère est une femme qui a toujours pris soin de moi. Quand elle préparait un plat, elle me donnait toujours le meilleur morceau. Elle n'était pas du genre à me faire des pièges, ni à me crier dessus. Donc, je me sentais vraiment aimé par ma mère. Du coup, je sens que la vie, pour moi, est une force qui me soutient, une force qui m'accompagne. Et de ce fait, quand j'ai un besoin, la vie répond à mes besoins. Quand j'ai une envie, euh, eh ben, j'ai le sentiment que la vie jauge un peu mon envie pour voir si cette envie est véritable, si cette envie est juste pour moi, comme une mère, elle va vérifier que ça ait sa place, que ça soit juste. Et du coup, la vie ne répond pas à toutes mes envies. Elle répond à la plupart de mes envies, mais pas à toutes mes envies. Donc ça, on peut dire que c'est un programme que j'aime bien euh, et qui est juste pour moi. Maintenant, ça peut être intéressant pour chacun, en termes de solutions, de regarder comment
ils voient la vie. Je vois que certaines personnes disent toujours la même chose. Ah mais moi, on m'a toujours dit que la vie c'était, il fallait en baver pour réussir. Et ils y croient et ils le vivent du coup. En fait, on vit ce qu'on croit, d'accord. Pour moi, la vie est de plus en plus cool, donc et de plus en plus belle. Donc il s'avère que ma vie, je la trouve de plus en plus cool et de plus en plus belle avec les années. Et j'essaye de modifier toute croyance qui irait à l'encontre du fait que ma vie serait de mieux en mieux. Et j'inclus là-dedans l'aspect financier. Le fait que je sois de plus en plus à l'aise financièrement, plus je vais en âge, plus la vie est douce avec moi. Donc ce que je peux vous inviter, c'est à trouver la croyance qui vous convient le mieux. Quelle interprétation vous pourriez donner de la vie qui irait dans le sens de l'abondance, financière ou autre. Parce que j'aimerais mettre justement un petit astérix sur l'argent. Je parlais tout à l'heure du fait que l'argent c'est du pouvoir. Le pouvoir est plus intéressant que l'argent. Le pouvoir permet de faire ce qu'on veut. L'argent, pas toujours. Donc la quête, pour moi, n'est pas une quête d'argent. C'est-à-dire qu'avoir plein de zéros sur mon compte, c'est pas mon premier objectif. Loin de là, c'est même un de mes derniers objectifs. Mon seul objectif vis-à-vis de l'argent, c'est d'être maintenu en dehors de la couche de survie. C'est-à-dire la couche de survie, pour moi, c'est avoir assez de nourriture pour moi et mes enfants, pouvoir me déplacer en voiture, me payer des vacances quand j'en ai besoin. Ça, c'est être en dehors de la zone de survie, d'accord. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'être en dehors de cette zone-là, avec l'argent. Ensuite, à partir de là, l'argent m'intéresse beaucoup moins. Puisqu'ensuite, je vais m'intéresser surtout à mes projets, à ce que j'ai envie que ma vie soit. Et je sais que en posant les bons actes et les bonnes intentions, si ça nécessite de l'argent, l'argent va se présenter. J'ai aucun doute là-dessus. Ça fait partie de mes croyances, en fait. Que quand j'ai un projet, que ce projet me semble juste et que je m'en donne un peu les moyens, et ben en fait, je me donne les moyens, mais la vie va aussi me donner les moyens. C'est dans l'alchimiste qu'on dit que l'univers conspire à te donner ce que tu veux quand tu es clair avec ce que tu veux. Je ne sais pas si c'est exactement ça la phrase, mais j'aime bien cette idée que l'univers conspire. C'est-à-dire que l'univers est avec toi, la vie est avec toi. Donc, entre dans cette croyance, si tu veux, que l'univers te soutient et qu'il te pose juste la question de qu'est-ce que tu veux, et lui, il s'occupe du comment, en fait. Voilà une croyance qui peut être intéressante à mettre en place. Quels conseils tu peux nous donner qui vont permettre que inconsciemment se mettre en marche pour gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, suffisamment d'argent, de quoi être confortable, de quoi vivre aussi bien, voire mieux qu'un salarié, parce que finalement, en tant qu'entrepreneur, il y a des responsabilités, c'est un engagement. Donc moi, j'estime qu'il est tout à fait légitime de bien gagner sa vie. Quels conseils tu peux donner pour cela, Nicolas? Alors je sais que ça fait beaucoup de choses, mais voilà une petite réponse rapide, peut-être un conseil ou deux. Bah écoute, la première chose que je dirais, c'est qu'en fait, on ne peut pas gagner sa vie, on est déjà en vie. La vie, elle est déjà gagnée. Donc en fait, il faudrait déjà commencer par là. Commencer par être satisfait d'être en vie, être satisfait de ce qui est déjà là. Et à partir de là, voir effectivement en face nos ambitions financières et de réaliser, et c'est un peu ce que je disais pour la question précédente, qu'en fait on veut pas de l'argent, on veut vivre des choses. Donc quand on quitte son travail et qu'on se forme pour faire un nouveau métier, c'est parce qu'on veut changer notre mode de vie. Donc moi j'ai envie de vous dire, mon conseil c'est focalisez-vous sur le mode de vie que vous voulez et voyez ce que ça implique. Parce qu'en fait, vous pouvez vous dire, bah ouais, moi j'ai envie de gagner 10 000 euros par mois en tant que thérapeute, d'accord, mais ça veut dire combien de séances par jour? Ça veut dire combien de vacances par mois ou par semaine? Combien de jours de congé? Donc,
si ça veut dire quitter un travail où j'avais la pression pour finalement devenir thérapeute et me mettre encore plus la pression pour gagner beaucoup d'argent, je suis pas sûr que c'était le but à la base. Moi j'ai envie de vous dire, regardez en face le mode de vie qui vous conviendrait le mieux et voyez ce que ça implique financièrement. À partir de là, voyez si vous avez envie de reposer vos finances uniquement sur votre travail de thérapeute ou si ça peut venir d'ailleurs. En fait, il y a un blocage aussi sur l'argent, c'est qu'on pense que l'argent on doit le mériter. C'est bête, hein, mais pourquoi? Pourquoi on devrait le mériter? En fait, vous pourriez aussi ne rien faire du tout et l'argent pourrait tomber tout seul. Je connais des personnes qui ont de l'argent, qui tombent tout seuls tous les mois, et ils sont pas à l'aise avec ça, quoi. Et je trouve qu'ils ont tort. On devrait être à l'aise avec ça. En fait, j'ai une conception de l'argent qui peut peut-être vous intéresser, qui est qu'en fait, l'argent n'appartient à personne. À personne. Et vous verrez que l'argent que vous obtenez, en fin de compte, vous le faites circuler en permanence, quoi. Donc en fait, posséder de l'argent, c'est c'est très momentané, quoi. C'est très virtuel. Donc l'idée, pour moi, c'est d'accepter la présence de beaucoup d'argent dans votre environnement. Mais avant tout, de vous focaliser sur qu'est-ce que vous voulez, quoi. Qu'est-ce que vous voulez vraiment. Vous voulez pas des euros sur votre compte en banque. À la limite, si c'est un défi pour rigoler, pourquoi pas. Mais ce que vous voulez, c'est vivre des expériences particulières. Et donc moi, je vous conseille de faire la clarté sur ce que vous avez vraiment envie de vivre. Et comme je disais tout à l'heure, les moyens vont tomber en conséquence. Mais je sens bien, Dominique, que tu veux que je te dise des choses concrètement sur le fait de gagner beaucoup d'argent, donc je vais quand même aller dans ce sens-là. Euh, si vous voulez gagner beaucoup d'argent en tant que thérapeute, travaillez avec des gens riches. Travaillez avec des gens qui ont les moyens. Travaillez avec des gens qui demandent l'excellence. Mais ça veut dire soyez excellent. Soyez très bon dans votre métier. Et placez-vous à un endroit où l'argent circule fort. Je pense que c'est là, en fait, que l'argent... Il faut aller là où l'argent se trouve. Si vous travaillez... moi, je travaille dans un petit village où le niveau de vie n'est pas spécialement élevé. Donc, j'ai des tarifs pas spécialement élevés. Par contre, j'ai aussi un autre type de clientèle euh, qui a un meilleur niveau de vie et à qui je demande plus. Et à qui je propose un service pas meilleur, mais différent, disons. Donc mon conseil, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, c'est soit de beaucoup travailler, mais du coup, peut-être que c'est pas le mode de vie que vous vouliez à la base. Dans ce cas-là, je vous dirais de travailler avec certaines personnes. Encore faut-il trouver la voie d'entrée. Merci Nicolas pour tes réponses. Allez Nicolas, si tu as encore un dernier conseil à donner à nos auditeurs qui pourrait les aider à avancer dans leur démarche et puis s'en sortir, à bien gagner leur vie, à réussir dans leur entreprise. Quel pourrait être ce conseil Nicolas? Un dernier conseil, j'en ai plein en fait, mais peut-être que le conseil principal, je dirais, ce serait de se focaliser sur l'amour du métier. En fait, si vous aimez ce que vous faites, ça va vraiment aligner les planètes. Les choses vont se faire tout seul et les différents obstacles, les différents défis, vous allez les surmonter avec grâce, en fait, parce que vous portez l'amour dans votre cœur, quoi, dans ce que vous faites. Donc, je dirais que c'est ça, euh, conserver l'amour du métier. Parce que je pense que si vous êtes dans cette démarche-là, c'est que vous aimez les gens et que vous aimez pas la souffrance.
Et je crois qu'il faut pas oublier que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. C'est qu'on veut aussi aider les gens à se libérer de la souffrance et, euh, et s'aimer les uns les autres, quoi. Je sais pas, en tout cas, moi je sais que c'est ma démarche, quoi. Mais je sais qu'en se focalisant là-dessus, on est porté. On est porté en fait. Je pense que, voilà, d'un point de vue énergétique, il y a des valeurs qui sont. Il y a des projets, des valeurs qui sont soutenus. Et, et être thérapeute, c'est un projet qui est soutenu. Pas chez tout le monde, parce que tout le monde n'est pas supposé changer de vie en devenant thérapeute. Mais chez certaines personnes, euh, c'est vraiment approprié. Et si vous vous reconnaissez comme une personne qui est vraiment à sa place en tant que thérapeute, bah, focalisez-vous sur l'amour de votre métier et vous verrez qu'en fait ça va vous porter tout seul, quoi. Mm. Je te remercie Nicolas pour toutes ces réponses. Voilà, je sais que je t'ai donné du boulot. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est toujours très très intéressant de t'entendre. Je t'embrasse Nicolas. Je te souhaite une belle journée, une magnifique journée, ainsi que à toutes les personnes qui nous ont suivis sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous amènera vraiment de l'abondance, de la richesse et de la réussite. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.